Bonjour, je m'appelle James Longeron et je suis étudiant en master MIAGE à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Je vais vous parler dans cette vidéo de notre projet à mes camarades et moi-même pour agir contre la vie chère en Nouvelle-Calédonie. En effet, en Nouvelle-Calédonie, la lutte contre la vie chère constitue une problématique centrale qui impacte directement le quotidien des citoyens. Dans ce contexte, la transparence et la compréhension des prix deviennent des leviers essentiels pour améliorer la qualité de vie des Calédoniens. Grâce à l'open data et en particulier aux données publiques mises à disposition par la plateforme PRINC, il est désormais possible d'exploiter ces informations pour identifier automatiquement des anomalies de prix ou proposer des alternatives plus économiques et nutritives aux consommateurs. Cette présentation s'inscrit précisément dans cette dynamique. Montrer comment la technologie peut se mettre au service du bien commun et avoir un impact positif tangible pour tous les Calédoniens. J'ai travaillé sur deux projets, la détection d'anomalies de prix avec Camins et la détection de fausses promotions. La détection de fausses promotions n'étant pas finalisée par manque de données, je vais me concentrer dans cette présentation sur la détection d'anomalies de prix avec Camins. Nous nous retrouvons sur mon notebook Kaggle. Je rappelle l'objectif. L'objectif est de faire la détection d'anomalies de prix via la méthode Camins. Avant de continuer, nous allons préciser quelques définitions. Alors, qu'est-ce que Kaggle? Kaggle est une plateforme en ligne gratuite et dédiée à la data science en général qui nous a permis de travailler sur notre objectif. Et qu'est-ce que Camins? Camins est une méthode d'apprentissage automatique qui regroupe des éléments similaires ensemble. C'est ce qu'on appelle du clustering. Elle classe automatiquement des données en plusieurs groupes ou clusters en fonction de leurs caractéristiques communes, permettant de mieux comprendre et analyser ces données. D'ailleurs, en parlant de données, nous utiliserons des données récupérées via l'API mise à disposition gratuitement pour le moment par l'équipe du site PRINC. Ces données ont été récupérées, nettoyées et mises à notre disposition par l'équipe DataPrep. Je vais vous présenter via ce Kaggle mon cheminement au travers de ce travail qui s'est passé en plusieurs temps. Un premier temps où je tâtonne et je fais des choix de mise en pratique de la méthode Camins par défaut, on va dire. Ensuite, un second temps où je me demande comment améliorer ces choix et la méthodologie imaginée et mise en pratique pour avoir une meilleure détection d'anomalies. Et enfin, une troisième partie où, après avoir reçu des conseils, des remarques de professionnels spécialistes de la data science, une troisième partie où j'essaie d'améliorer encore cette méthode et les résultats que j'ai eus. Pour mettre en pratique Camins, j'ai fait plusieurs choix. Premier choix, j'ai décidé de faire de la clusterisation par sous-catégorie de produits. Par exemple, produits laitiers, fruits, etc. Pourquoi? Cela permet de comparer des produits similaires et au final d'identifier plus finement des anomalies locales au sein de chaque famille de produits. Deuxième choix, pour mettre en pratique Camins, il faut choisir les variables, les caractéristiques qui vont permettre de définir les clusters. Ce choix, on le verra plus tard, a été central tout au long du travail qui a été mené. Pour la première étape, j'ai décidé, justement pour ce choix de caractéristiques, de prendre les caractéristiques prix et prix unitaire. Pourquoi? Je sentais très bien que prix et prix unitaire allaient être des variables très importantes dans la détection d'anomalies de prix, ce qui est logique. Je ne savais pas trop quelle variable choisir et je me suis dit que ce serait un bon début, quitte à ensuite, une fois avoir testé un petit peu comment cela fonctionnait, optimiser ce choix de variables. Voici les étapes de mon notebook. Dans un premier temps, j'ai fait l'import des bibliothèques nécessaires. J'ai regardé rapidement un petit peu les colonnes que j'avais dans mes données, ce que j'avais dans mes données. Et ensuite, j'ai fait une vue. Tout ça basé sur les données mises à disposition par l'équipe DataPrep. Ensuite, j'ai préparé les données pour la clusterisation. Donc en supprimant les données qui étaient manquantes, négatives, etc. J'ai
fait, alors à ce moment-là de mon travail, j'ai séparé ces données-là en données en variables numériques et variables catégorielles. On verra après qu'en fait déjà là c'était pas super. Puis ensuite j'ai encodé les données, les variables catégorielles, et voilà, à ce moment-là mes données étaient prêtes à ma clusterisation. Et ensuite voilà, je suis passé donc à la clusterisation. L'idée c'était donc par sous-secteur de faire tourner la méthodologie K-means. J'ai utilisé donc du coup une méthode avec des méthodes, des algos qui existent déjà, que ce soit pour la détection du nombre de clusters pour chaque sous-secteur optimal ou pour la clusterisation en elle-même. Et à la fin, ça m'a donc donné des données qui ont été clusterisées par groupe. Ces groupes vont nous permettre de définir les potentielles anomalies. Alors comment ça fonctionne? L'idée est assez simple. Dans chaque groupe, on regarde les observations, les points qui sont très éloignés, on va dire, de la moyenne des observations. Et tous ces points vont nous donner des anomalies. Que l'on suspecte des anomalies. J'ai donc décidé de prendre seulement 1% des plus éloignés, avec un seuil de la percentile de 99. Ensuite, donc voilà le code. Je travaille en fait pour pouvoir ensuite vérifier si ces points sont bien des anomalies. Je calcule l'écart par rapport à la moyenne, et avec un certain nombre d'autres indicateurs, et ensuite à la fin j'obtiens donc cette liste de potentielles anomalies. Cela nous donne des résultats que l'on visualise notamment sur la carte ci-dessous. Donc voilà, déjà des résultats intéressants. Par exemple, on peut voir par là, en survolant comme ça, qu'on a un certain nombre de cas. Par exemple ici, on a un prix observé de 4 995 francs, alors que le prix moyen est de 4 235 francs. Voilà. Et donc ça, c'est une potentielle anomalie. Par contre, certaines anomalies détectées n'en étaient pas vraiment, et se pose la question, est-ce que le choix de la combinaison de caractéristiques choisies au début, qui était, je le rappelle, prix et prix par unité, était un bon choix? Est-ce que c'était un choix optimal? Pour améliorer la qualité du clustering et donc du coup de la détection d'anomalies, l'idée a été la suivante. Toute simple, ça a été de tester toutes les combinaisons de variables possibles en tout cas, et pour ce faire, pour les tester, il a fallu définir des indicateurs de qualité du clustering. Alors il y a des indicateurs qui existent, je ne vais pas les citer, mais Silhouette Score, David, etc., qui existent dans la littérature, et j'ai rajouté à ces métriques, ces indicateurs, des indicateurs d'efficacité pour la détection d'anomalies, c'est-à-dire au final l'écart moyen entre prix des anomalies et les prix des produits du même sous-secteur, c'est-à-dire écart relatif moyen et écart maximal absolu des anomalies. Une fois que j'ai eu défini ces indicateurs, l'idée a été de faire tourner dans un premier temps le clustering sur chacune des combinaisons qui existent, et de tester ensuite le résultat via les métriques qui ont été définies auparavant. Après avoir redéfini un petit peu les variables, et notamment leurs caractéristiques, voilà, en fait au final c'est prix et prix par unité qui sont des variables numériques, ensuite des variables booléennes, c'est promotion, et ces variables là sont des variables catégorielles. Après avoir fait cela, je vais passer rapidement sur le code, mais l'idée est donc de faire la fonction et de la faire tourner pour avoir le résultat pour toutes les combinaisons
savoir un petit peu avoir les différents indicateurs. Et au final, on arrive à on a ces résultats-là. En les triant par l'écart moyen de prix anomalie, c'est-à-dire un petit peu l'indicateur on va dire d'une bonne détection d'anomalie, on arrive sur ces résultats-ci. Voilà. Au final, après avoir vu tous ces résultats, là je rappelle un petit peu les étapes. Voilà un petit peu l'analyse qui a été faite. Les meilleures combinaisons suivant les indicateurs de écart moyen de prix anomalie, qui est l'indicateur qui m'intéressait le plus, sont celles-ci: prix promotion zone géo, puis ensuite prix zone géo, etc. Si on regardait la qualité du clustering, on voit bien que ça se ressent quand même, prix promotion zone géo, mais après les résultats sont pas forcément les mêmes. Ça veut dire que une meilleure clusterisation, même si là sur le coup ça fonctionne, ne veut pas forcément dire une meilleure détection d'anomalies. En tout cas, en regardant un petit peu toutes ces analyses, en faisant une analyse croisée, au final je choisis la combinaison prix promotion zone géo. Ensuite, donc c'est pareil, j'ai fait une série de visualisations. Par exemple, on va les passer rapidement. Nombre d'anomalies détectées par secteur de consommation, donc on voit là que c'est beaucoup l'épicerie salée, puis l'épicerie sucrée qui arrive en tête. Les top 15 des variétés les plus souvent détectées comme anomalies, donc le lait en poudre, l'huile d'olive, conserve plat, voilà. Top 10 des communes avec le plus d'anomalies détectées, alors c'est Nouméa. À partir de là, la méthode est quasiment la même. Donc je vais passer rapidement jusqu'à la visualisation. Mais l'idée est exactement la même, hein. C'est de faire la clusterisation par sous-catégorie, puis ensuite l'identification des anomalies, on va dire, des potentielles anomalies, et puis ensuite on passe, donc on y arrive à la visualisation. Donc là on retombe un petit peu, j'ai réutilisé le Folium encore pour la visualisation sur une carte. Donc voilà. Alors, on voit encore que là par exemple pour ce produit, un sirop bigalé, le prix observé 1700 au lieu de prix moyen 1579. Donc on trouve encore des anomalies qui sont pas forcément énormes, mais qui sont soit plus grandes ou plus petites que le prix moyen, qui donc là était de qui était de 1500, je l'ai perdu, 1599. J'ai continué avec un certain nombre de visualisations. Alors, le premier est un nombre d'anomalies par secteur de consommation. On voit que épicerie sucrée et salée sont en devant. Voilà, boissons, hygiène et beauté, etc. Ensuite, un top 15 des variétés les plus souvent détectées comme anomalies. Huile d'olive, lait en poudre. Je continue, hein. Les communes avec le plus d'anomalies détectées. Alors, évidemment, à Nouméa, on trouve aussi Koné, Poindimier, Païta. Voilà. Le top 10 des anomalies les plus marquées. Donc là, on voit qu'il y a aussi des jeux, du poisson, donc Lego encore qui revient dans 3 magasins différents. Donc c'est intéressant à voir. Une analyse des points de vente les plus souvent associés à des anomalies. Alors là, on trouve Michel-Ange en premier, largement. Ensuite, Koumac et Poindimier.
puis Bouraille, Koné. Intéressant, on voit que, bon, à part Michel-Ange qui est vraiment loin devant, c'est quand même des établissements de Brousse hein, qui arrivent en premier, tout ça, les 5 là. Ouais, c'est à Koné. Voilà. Puis une analyse des anomalies extrêmes. Alors là, l'idée, c'était d'obtenir de créer une liste en mode texte qui pourrait être utilisée plus tard dans un autre, comment dirais-je, qu'on pourrait imaginer donner sur un site ou voilà. Il y a vraiment pas mal d'utilisation de ce genre de choses avec voilà un exemple. Donc Lego, qu'on a vu tout à l'heure, avec des anomalies dans 3 magasins différents. Donc il y a une première analyse qui liste un petit peu comme ça les anomalies qui se retrouvent dans plusieurs magasins différents. Et ensuite, je continue. Et enfin, une analyse contextuelle. Alors là, on essaie de trouver par rapport au contexte ce qui pourrait expliquer telle ou telle anomalie. Par exemple, celui-là, Michel-Ange, anomalie, on voit que c'est une anomalie confirmée avec un écart de ce qui est supérieur à 50%. Voilà, avec les prix. Donc, quand c'est des écarts modérés, on voit que c'est à surveiller, etc. Et celui-là, par exemple, c'est un écart faible, peut-être une variation normale. Ça, c'est vraiment des analyses qui pourraient être affinées avec peut-être des professionnels. Arrivé à ce moment-là de mon cheminement, alors je l'ai pas là sur le notebook, j'ai eu des retours. J'avais déjà mis en public mon notebook. J'ai eu des retours notamment d'un professionnel de la data science qui s'appelle Monsieur Caruso, qui fait une thèse, il me semble, en Corée, et qui donc m'a fait un certain nombre de remarques. Ces remarques qui avaient pour but de m'aider à améliorer ma méthodologie et donc ma clusterisation, on pouvait les regrouper en 2 groupes. Premièrement, pour choisir de manière plus rigoureuse la combinaison des variables pour le K-means, il était nécessaire de faire une analyse exploratoire des données, une EDA, et notamment une étude en corrélation. Cela permettrait de voir quelles variables apporteraient en guillemets, le plus d'informations. Et 2, il fallait envisager l'utilisation de variantes de K-means plus adaptées à mes données. Notamment le fait qu'il y avait de nombreuses variables catégorielles et puis la présence d'outliers ou valeurs aberrantes, c'est-à-dire des points normaux. Alors, même si ces points normaux, quelque part, c'était les points que l'on cherchait, puisque on cherche je rappelle, des valeurs anormales de prix, ces valeurs anormales faussaient la clusterisation. Ayant des variables à la fois numériques et catégorielles. L'idée était donc, dans un premier temps, de regarder la corrélation entre mes variables numériques prix et prix par unité. On voit bien ici que on crée d'abord une matrice de corrélation et on voit bien le chiffre 1 et 0,99 montre bien que les 2 variables sont très proches, apportent en fait la même information. Le choix, il faudra donc choisir une des 2 variables et il n'est pas nécessaire de garder les 2. Je m'intéresse ensuite à la distribution un petit peu des prix et je me rends compte, je passe rapidement que en fait il serait intéressant de passer par un logarithme. Pourquoi? Parce que ça permettrait donc de réduire l'écart entre les petites et grandes valeurs, ce qu'on voit un petit peu sur les graphes que j'ai montré juste avant, et d'obtenir du coup une distribution plus symétrique. On le voit notamment plus proche d'une loi normale. On voit notamment par la distribution là qui est la distribution après utilisation du logarithme. Alors par rapport à la distribution que l'on avait avant. Je vais passer rapidement. Je fais ensuite un certain nombre d'études. J'utilise notamment l'indice de Kramer pour étudier un petit peu les relations entre les variables catégorielles. Et ensuite, j'utilise, donc je passe, hein, et j'utilise aussi des boxplots qui me permettent d'étudier un petit peu les relations entre variables catégorielles et variables numériques. Et tout ça je passe parce qu'il y a comme ça, gagner un petit peu de temps. Et tout ça pour arriver à un choix de variables
on va dire, les plus discriminantes. Et donc au final, les variables qui sont retenues sont donc le prix. Je donc garde que le prix et ensuite la variété, l'idée marque, la classe et l'unité label. Voilà. Ensuite, une fois ces variables choisies, vient le deuxième point important, c'est n'y aurait-il pas une variante de Kamins qui serait plus adaptée à nos données? Alors, j'ai fait donc une recherche un peu sur les différentes variantes de Kamins et je me suis arrêté sur trois modèles différents, K-Medoids, K-Mods et K-Prototypes. Alors, sans rentrer dans le détail technique de comment fonctionnent ces méthodes, en fait, elles ont toutes les trois des avantages et des inconvénients. Et ce qui ressort, c'est que celui qui est le plus adapté à notre cas, qui à la fois qui est un compromis en fait entre les deux premières, qui est à la fois adapté pour les variables numériques et catégorielles, et qui permet une pondération entre tout ce qui est dimension numérique et dimension catégorielle donc, et notamment qui est aussi relativement robuste face aux valeurs extrêmes, c'est la variante K prototype. Après optimisation donc de cas prototype, c'est en fait à l'usage c'est une méthode qui est beaucoup plus lente que Camis, donc j'ai dû faire quelques petites optimisations comme de l'échantillonnage, etc. J'obtiens donc une nouvelle clusterisation. Là que j'ai essayé de appeler ça, de visualiser suivant les trois axes. J'ai gardé les trois axes principaux qui sont log de prix par unité, et la variété et l'idée marque. Il me restait alors à détecter les anomalies de prix. Pour ce faire, j'ai utilisé une méthode optimisée, après avoir été regardé un petit peu dans la littérature, pardon. Et cette méthode, c'est la méthode de l'écart à la médiane, UKR. Donc en gros, on calcule la médiane et les quartiles, et ensuite il y a une formule qui pour toutes les observations qui sont hors de cet intervalle, ce sont des anomalies. Une fois ces anomalies détectées, ben en fait la méthode ressemble beaucoup à ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire visualisation via, donc là c'est la visualisation des anomalies d'abord, puis ensuite visualisation des anomalies détectées sur une carte, puis étude des différents points que nous avons vus auparavant. Alors les résultats sont un peu différents. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'améliorer un petit peu aussi le process, c'est-à-dire que là j'ai enlevé toutes les variables, toutes les valeurs, pardon, qui étaient en promotion, ce que je n'avais pas fait auparavant. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de comparer. Ce serait à faire par la suite. Ensuite, je pense que c'est la personne qui continuera à voir un petit peu au final quelle est la meilleure méthode sur, en tout cas, au niveau des résultats des anomalies. Voilà, donc je passe très rapidement. Donc on a exactement les mêmes les mêmes visualisations. Donc pour conclure, ce travail a été pour moi vraiment très très intéressant au point de vue apprentissage et échange avec des professionnels notamment. Bien qu'il reste encore du travail, notamment encore en partenariat avec ces professionnels, pardon, du machine learning, c'est un travail qui permet déjà d'avoir un pipeline avancé de détection d'anomalies de prix. Ce travail permet déjà de cibler les véritables anomalies de prix, de dresser une cartographie des produits, magasins et communes les plus fréquemment associés à des anomalies de prix, ce qui pointe un certain nombre de choses comme des problématiques de saisie ou de qualité des données et des problématiques de variation structurelle ou territoriale de prix. Il y a de nombreuses pistes d'amélioration de travaux futurs. Donc déjà, comme je l'ai dit auparavant, finaliser avec peut-être des allers-retours avec des professionnels de la data science, le travail qui a déjà été fourni. Prendre en compte tout ce qui est temporel, c'est-à-dire là, on a des données historisées depuis peu, donc voir un petit peu
s'il y a des évolutions soudaines, des tendances anormales, etc. Euh, Essayer de croiser la méthode Camins avec d'autres méthodes comme isolation forest, XGBoost, autoencodeur, etc., etc. Euh, voilà, il y a peut-être l'utiliser dans pour d'autres sujets qui sont connexes. En tout cas, je voudrais profiter de ce moment pour remercier tous ceux qui j'ai travaillé, que ce soit mes collègues de la Data House, c'est-à-dire Aymanou Pain et David Bergès, que ce soit mes collègues de la Data Prep, qui nous ont permis de pouvoir faire ce travail avec des données propres et préparées pour nous. Et enfin, Monsieur Salès, qui nous a toujours été d'un bon conseil, qui nous a donné les outils et nous a montré comment travailler et donc avoir des résultats intéressants sur des sujets vraiment passionnants. Voilà.